Masechet Souka, Daf Gimel, on va commencer par Daf Bet Amoud Bet, au troisième tiers de la page, à partir de Métivé. La Gemara maintenant va citer une baraïta pour adresser une objection aux élèves de Rav. On se souvient que Rav a été cité par ses trois élèves, Rabbi Yoshia, Rav Huna et Rav Hanan bar Rabba. Chacun a essayé d'interpréter la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Mishnah différemment. Par exemple, Rabbi Yoshia va dire que toute la mahloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda dans la Mishnah n'a lieu d'être que dans la mesure où les murs, les parois de la soukha n'atteignaient pas le skar. Mais si ils atteignaient le srar, bien que le srar se situe à un niveau supérieur à 20 coudées, la soukha est kshera même d'après Chachamim. Leur mahloket, elle n'a lieu que dans la mesure où le dofen n'atteint pas le skar. Rav Huna va dire différemment. Il va dire que toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim n'a lieu d'être que si la soukha, elle a une surface qui n'est pas supérieure à 4 coudées par 4 coudées. Arba al-arba amot. Mais si la soukha avait une surface qui est supérieure à arba amot, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, même Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que la soukha est kashère. Elle est kshera, bien que le skar se situe à un niveau supérieur à 20 coudées. Ensuite, on a eu Rav Hanan bar Rabba. Lui va dire au nom de Rav que toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim n'a lieu d'être que si la soukha, elle était restreinte à son niveau minimal, c'est-à-dire 7 fahim par 7 fahim, ce qu'on appelle mahazeket rosho, rubo, veshulhano. Mais si la soukha est plus large que son strict minimum, elle a une surface supérieure, dans ce cas-là, même Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que la soukha est kshera, bien qu'elle soit au-delà de 20 coudées de hauteur. Voilà ce qu'on avait appris jusqu'à présent. Maintenant, la Gemara va citer une baraïta pour adresser une objection très forte et on va voir à qui s'adresse cette objection. Auquel des trois élèves de Rav? Métivé. Voici la baraïta. Soukha, shehi gevoa le marla mesrim ama pesula. Ve Rabbi Yehuda marchir ad arba'im va hamishim ama. Une soukha dont la hauteur dépasse les 20 coudées, elle n'est pas kashère. C'est Tanakama, Chachamim. Ve Rabbi Yehuda marchir ad arba'im va hamishim ama. Rabbi Yehuda te dit, même jusqu'à 40 coudées, 50 coudées, il n'y a pas de limite. La soukha est kshera, même si elle est très haute. Rabbi Yehuda, dans la Braïta, va essayer de démontrer qu'il a raison. Amar Rabbi Yehuda, Maase Behilani Amalka Belod. Il était une fois une reine au sein du peuple juif, la reine Hélène. D'après certains, elle s'était convertie au judaïsme. Et c'était une reine, une tzaddeket. Elle habitait la ville de Lod. Shehaïta Soukata Gevoa Me'asri Mama. Sa soukha dépassait la hauteur de 20 coudées, le srach. Vehayu Zekenim Nirnasim Veyotzim Lesham. Rabbi Yehuda raconte que les Chachamim, les Zekenim de cette époque, de la reine Hélène, étaient venus lui rendre visite pendant Sukkot. Velo Amroula Davar. Et ils ne lui ont fait aucune remarque par rapport à la kashrut de sa soukha. Personne ne lui a dit « ta soukha n'est pas kashère ». Donc de là, Rabbi Yehuda veut démontrer à ses opposants, les Chachamim qui lui disaient que la soukha n'est pas kashère au-delà de 20 coudées. Pourtant, les Chachamim de l'époque de la reine Hélène n'avaient pas réagi. Ça veut dire, qui ne dit mot, consent.
s'ils n'ont pas fait de remontrance à la reine Hélène en lui disant « ta souka n'est pas cachère », c'est qu'en effet elle est cachère, bien qu'elle soit supérieure à 20 coudées de hauteur. Amroulo, les Hachamim vont dire à Rabbi Yehuda « Misham re'aya » quoi, ça c'est une preuve? Isha haïta, uptura minasuka. C'était une femme, donc elle est dispensée de la souka, tel qu'on le sait, que toutes les obligations temporelles, mitzvot aseh sheazman geraman nashim peturot. La femme n'est pas tenue de s'asseoir dans la souka. C'est la raison pour laquelle les hachamim n'ont pas réagi. C'est quoi cette preuve? Amar lahem, il va leur dire, voici ma preuve. Ve'alo shiv'a banim havula. Elle avait 7 garçons, 7 fils. Or, ces fils, ils ont la mitzvah. La femme, elle est dispensée. Mais les garçons, ils ont une obligation. Ve'alo shiv'a banim havula. Et tu vois que, vous voyez que les hachamim n'ont pas réagi, bien que les fils de la reine Hélène étaient dans une souka où le srach était supérieur à 20 coudées. Mashma, que c'est cachère. Et Rabbi Yehuda conclut ses propos en disant Ve'od, kol ma'aseh lo asta ela al pi hachamim. Et en plus, tout ce qu'elle faisait, la reine Hélène, elle le faisait selon l'approbation des hachamim. La Gemara demande Lama li le mitne ve'od kol ma'aseh lo asta ela al pi hachamim. Pourquoi Rabbi Yehuda a rajouté cette phrase? Que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait en fonction de l'avis des hachamim. Harika amar leu. Rabbi Yehuda, en fait, voilà ce qu'il voulait dire. Ki tomru banim ktanim hayu ou ktanim peturin minasuka. Si vous, les hachamim, vous voulez prétendre que la raison pour laquelle les ékénim n'ont pas réagi face à la reine Hélène, parce que peut-être que ces enfants étaient tellement petits que même les enfants étaient dispensés de la souka. Et de ce fait, bien que la souka n'était pas cachère, ils n'ont pas réagi parce que ça ne sert à rien. Elle, c'est une femme, elle est ptoura. Les enfants sont trop petits, donc ils n'ont pas la mitzvah. Voilà pourquoi ils n'ont rien dit. Alors il leur a dit non. Rabbi Yehuda dit c'est impossible. Pourquoi? Kevan de shiv'a havu, ifshar de lo have beuhad she'enot tzarich le'imo. Puisqu'ils étaient 7 fils, donc il y en a un au moins qui a 7 ans. Et de ce fait, il a certainement la mitzvah de la souka par hinur. Les parents doivent éduquer les enfants. Ils doivent les habituer à faire les mitzvot. C'est une obligation rabbinique que d'éduquer ses enfants à faire la mitzvah. Et nous avons une règle qui est la suivante. Un enfant, à partir de quel âge il a l'obligation de rentrer dans la souka, de faire la mitzvah de souka? Eh bien, à partir du moment où il est autonome, il est indépendant de sa mère. Il n'a pas besoin de sa mère pour manger, pour aller aux toilettes et ainsi de suite. Dès que le katan enot tzarich le'imo, désormais, il devient autonome et par conséquent, il est hayav de mitzvah souka miderabanan, à titre de hinur. Alors, voyez-vous que les chachamim n'ont rien dit? Pourtant, il était hayav de hinur. Vechi temru katan she'enot tzarich le'imo miderabanan hu demichayav ve'ihi bederabanan lo mashgeha. Et si vous allez me dire qu'étant donné que le hinur, c'est une mitzvah que d'ordre rabbinique et non toraïque, peut-être que la reine Hélène ne respectait que les mitzvot de la Torah, mais pas les mitzvot des Rabbanan. C'est impossible. Pourquoi? Kol ma'aseha lo asta ela al pi hachamim. Tout ce qu'elle le faisait avec l'approbation des hachamim. Sous-entendu que si miderabanan, il y avait une obligation pour les enfants d'être dans une souka keshera, elle aurait respecté ce devoir des Rabbanan. Elle ne se serait pas permise d'enfreindre la mitzvah de hinur. Alors pourquoi les hachamim n'ont rien dit? C'est parce que la souka, elle est kashère, même si elle est très haute. Voilà pourquoi les hachamim n'ont rien dit. Car elle a fait al pi halacha.
l'enfant, il a l'obligation, midera banane, de manger dans la souka à titre de hinour, eh bien les hachamim disent bravo, la reine Hélène a construit une souka keshera, même si le skar il est supérieur à 20 coudées de hauteur, mais c'est kasher. Voilà la preuve de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit au hachamim, voyez-vous que j'ai raison. Même au-delà de 20 coudées, la souka est keshera. Ok, ça c'est le débat entre Rabbi Yehuda et Hachamim dans la Baraïta. Maintenant, comment la Gemara va déduire d'ici une kushia très forte aux élèves de Rav? Alors on a dit qu'il y avait 3 élèves de Rav. Rabbi Yoshia, Rav Huna et Rav Hanan Baraba. Regardez l'analyse de la Gemara. Bish lama leman de amar, beshe'en defanot magiot laskach mahloket, darka shel malka, lishev besuka, she'en defanot magiot laskach mishum avira. Et là, les mande amar besuka ketana mahloket, vechi darka shel malka lishev besuka ketana. Rabbi Yoshia avait dit au nom de Rav que la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda à propos d'un toit, d'un skar qui est surélevé, c'est uniquement lorsque les parois n'atteignent pas le skar. Là, Hachamim disent pas kasher, et Rabbi Yehuda dit tout de même kasher. Mais si les parois arrivent jusqu'au skar, alors là, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Même Hachamim sont d'accord que c'est kasher. Alors, ce débat entre Rabbi Yehuda et Hachamim à propos de la souka de Hélène à Malka, de Ilani, il faut dire obligatoirement que les parois n'atteignaient pas le skar. Parce que si les parois atteignaient le skar, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Donc, forcément, elles n'atteignaient pas le skar. Est-ce que c'est possible? Réponse oui. Pourquoi pas? Une reine peut avoir une souka aérée dont les mechitzot n'atteignent pas le skar, justement pour ventiler. C'est pour cela que une souka pareille fait l'objet de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Rabbi Yehuda dit c'est kasher même si le toit est surélevé, et Hachamim vont dire non. Et là, les mande amar besuka ktana mahloket vechi darka shel malka leshe besuka ktana. Mais d'après les 2 autres Hachamim, à savoir Rav Huna et Rav Hanan Baraba, qui ont dit que toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim n'a lieu d'être que si la souka elle est petite. Ça veut dire quoi petite? Soit d'après Rav Huna, Arba Amot al Arba Amot, soit d'après Rav Hanan Baraba, encore plus petite. Mamash, 7 fahim sur 7 fahim, 70 cm par 70 cm. Donc, c'est incompréhensible. Est-ce possible que la reine Hélène ait construit une souka si petite, juste 2 mètres par 2 mètres, d'après Rav Huna, ou juste 70 cm par 70 cm, c'est ça, la souka d'une reine? C'est impossible. Donc, c'est une grande kushia sur Rav Huna et Rav Hanan Barava. Comment il va répondre? Alors, la Gemara, Amarabba Barav Ada, Lo nitzrecha ela lesuka ha'asuya kitoniot kitoniot. Rav Huna et Rav Hanan Barava vont te dire que la souka de la reine Hélène, elle était grande, mais elle était répartie en petites cellules. Ça veut dire qu'il y avait des cellules dans la grande souka. Et donc chaque personne ou chaque groupe de personnes se trouvait dans une petite cellule. D'après Rav Hanan Barava, des cellules de 7 fahim. D'après Rav Huna, des cellules de 4 amot. Voilà pourquoi il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Est-ce que la souka elle est kshera ou pas quand le skar il est surélevé? Rabbi Yehuda il a amené de cette histoire du fait que Hachamim n'ait pas réagi face à la reine Hélène, ça veut dire que c'est kasher. La Gemara dit, ah bon? Vechi darka shel malka leshev besuka asuya kitoniot kitoniot. Est-ce possible une chose pareille? Que la reine ait fait fabriquer une souka qui est répartie en petites cellules? Depuis quand une reine a fait une souka pareille? Aussi bizarre, aussi étrange.
Amar Rav Ashi, lo nitzrecha le kitoniot sheba. Rav Ashi te dit, en fait, il n'y avait qu'une seule kitonite, par exemple. La souka, elle était très grande, spacieuse, tout le monde était là. Mais elle, la reine, par rapport à la tsni'ut, noblesse oblige, elle se retrouvait dans la discrétion. Il y avait une cellule qui, en effet, était petite. Alors, d'après Rav Hanan Barava, elle faisait juste une coudée. D'après 7 farim, 70 cm par 70 cm. D'après Rav Huna, elle faisait combien? 4 amot par 4 amot, pas plus. Alors maintenant, elle se trouvait dans la petite kitonite. Rabbanan, maintenant Hachamim et Rabbi Yehuda qui sont en mahloket, comment Hachamim vont répondre à Rabbi Yehuda par rapport à cette preuve? C'est une preuve tranchante. Si les Hachamim n'ont pas réagi face à la reine Hélène, c'est qu'ils considéraient que c'est cachère, même si le scar dépassait la hauteur de 20 coudées. Comment les Hachamim vont-ils réfuter cette preuve de Rabbi Yehuda? Et là, la Gemara explique. Rabbanan savre baneha besuka ma'al yahavu yatve ve'ihi yatva bekitonit mishum tsni'uta. Les Hachamim pensent, les Chachamim qui s'opposent à Rabbi Yehuda, ils pensent que pourquoi les Ékénim à l'époque de la reine Hélène n'ont pas réagi, c'est parce que elle, la reine Hélène, se trouvait dans la kitonite, dans la cellule. C'est vrai que la cellule, elle, n'était pas cachère, parce que le scar était surélevé et la cellule était petite, à peine, c'est une petite cellule. Et de ce fait, ce n'était pas cachère, mais ce n'est pas grave. Comme c'est une femme, la femme n'est pas tenue d'être dans une souka kshera. Mais les fils, ces enfants, ces garçons, étaient dans la grande souka. Ils n'étaient pas avec leur mère dans la petite cellule. Ils étaient dans la grande souka. Et puisqu'ils étaient dans la grande souka, voilà pourquoi les Ékénim n'avaient pas réagi, car il n'y avait aucune raison de réagir. Mishumachi lo amre la davar, c'est pour cela qu'ils n'ont rien dit. Ve Rabbi Yehuda savar baneha gabav yatve va filu achi lo amre la davar. Et Rabbi Yehuda dit, tu veux savoir? Rabbi Yehuda dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ces enfants étaient avec elle. Et tout de même, les Hachamim n'ont rien dit. Les Ékénim, à ce moment-là, n'ont pas réagi. Parce que j'ai raison de dire qu'une souka, même si elle dépasse 20 coudées de hauteur, elle est cachère. Quelle est ma preuve? C'est que ces enfants étaient avec elle, et les Ékénim de l'époque n'ont pas réagi. Qui ne dit mot consent, ça veut dire qu'ils considéraient qu'une souka, même surélevée, et bien qu'elle ne dépassait pas les 4 coudées, malgré tout, ils ont dit que c'est cachère. Voilà ma preuve. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Rashi nous dit que ça ne peut marcher que d'après Rav Huna. Car Rav Huna dit que la surface, elle était de 4 coudées. Et en effet, dans une souka de 4 coudées, tu peux faire entrer la mère, la reine Hélène, et ses 7 fils. Car une personne, elle occupe une coudée. Si tu mets les 7 fils, 7 fils, plus la maman, ça fait 8 personnes. Une personne, elle occupe une coudée. Alors même si on va dire qu'en étant assise, elle occupe 2 coudées, c'est-à-dire, alors 8 fois 2, ça fait 16. Il faut 16 coudées. On va dire pour les 8 personnes qui sont assises, admettons. Il y a combien de coudées dans la souka de 4 par 4 amot? Eh bien, 4 amot carrés, 4 fois 4, 16. Ça fait 16 coudées. Exactement ce qui était nécessaire dans cette cellule. Alors Rabbi Yehuda dit, les enfants étaient avec leur mère. Et malgré tout, les Ékénim n'ont pas réagi. Et pourtant, parmi les enfants, il y en a au moins un qui est hayav midérabanan de souka, à titre de chinour. Et elle respectait les mitzvot de Chachamim. Et les Chachamim ne lui ont pas fait de remarques. Sous-entendu que j'ai raison de dire qu'une souka, même surélevée, elle est cachère. Et les Chachamim, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Ils disent ce n'est pas vrai. Les enfants n'étaient pas avec leur mère. Les enfants étaient dans la grande souka.
Et la grande souka, puisqu'elle est plus que 4 amot, alors c'est sûr que c'est cachère. Maintenant, Rashi nous dit, il est évident que celui qui ne peut pas tenir la route, c'est Rav Hanan bar Rabba. Car lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est lorsque la souka est tellement petite qu'elle fait que 7 fachim par 7 fachim, 70 cm par 70 cm. Mais si elle est plus grande que cela, alors il n'y a plus de mahloket. Même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire kasher. Ribono shel olam. Comment tu vas faire entrer 7 enfants avec leur mère dans une petite souka qui fait 70 cm par 70? Il n'y a qu'une personne qui peut s'asseoir là-bas. Tu ne peux pas faire entrer 8 personnes. Alors Rashi dit, c'est sûr que cette baraïta est une preuve de réfutation de Rav Hanan bar Rabba. Toute cette réponse ne peut marcher que d'après Rav Huna, qui a parlé de 4 coudées par 4 coudées. Mais d'après Rav Hanan bar Rabba, qui a parlé de 7 fachim par 7 fachim, eh bien, il se retrouve contredit par cette baraïta. Donc c'est sûr qu'il est réfuté. Mais Tosfot répondent à cette kouchia ainsi. Ils disent, on n'est pas d'accord avec Rashi de dire qu'il faut réfuter Rav Hanan bar Rabba. Même si nous admettons la chita de Rav Hanan bar Rabba, mais là, il faut dire que, en effet, c'est vrai qu'il n'y avait que 7 fachim, mais c'était une souka qui était longue. C'est-à-dire 7 fachim de large, mais au niveau de la longueur, c'était très long. Et donc, de ce fait, les enfants étaient assis à côté d'elle, mais en longueur. Et c'est comme ça que Rav Hanan bar Rabba peut expliquer l'histoire de la kitonite. La cellule, elle n'était pas de 70 cm par 70 cm. Elle était de 70 cm, mais elle était beaucoup plus longue. Et ça s'appelle tout de même qu'elle ne dépasse pas les 70 cm par 70 cm. Et par conséquent, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'une souka pareille, elle est cachère ou pas, lorsque le skar est surélevé? Et donc c'est très beau ce que disent Tosfot. Tosfot disent qu'on peut maintenir la chita de Rav Hanan bar Rabba même après cette baraïta. Et comment est-ce qu'on peut dire que cette souka, cette kitonite, elle était restreinte à 7 fachim? Il te dit 7 fachim, oui, pas 7 par 7. Pas shiv'at fachim par shiv'at fachim. Shiv'at fachim de large, mais au niveau de la longueur, elle était longue, et donc les enfants étaient assis à côté d'elle. Voilà comment Tosfot ont permis même à Rav Hanan bar Rabba de rester dans le cadre de la halakha. Et maintenant, la Gemara va trancher la halakha quant à la surface de la souka. Combien doit être la surface de la souka? Amar Rav Shmuel bar Yitzhak halakha tzricha shete mahzeket rosho verubo veshulchano. Amar le Rabbi Abba keman kebet shamay. La halakha, c'est qu'une souka doit être au moins d'une surface de quoi contenir la tête, la majorité du corps et un shulchan, ce qui fait 7 fachim par 7 fachim. Alors Rabbi Abba dit à Rav Shmuel bar Yitzhak, comment tu es possédé la halakha comme Bet Shammai? Il lui a dit, et la keman, Amarle et la keman. Eh bien, il lui a dit, bien sûr. Parce que, en fait, cette mahloket que nous allons voir, Be'ezrat Hashem, dans le Daf Kafhet, il y a là-bas une Mishnah, où il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, par rapport à la surface de la souka. Et bien sûr que, quand je te dis que la halakha, c'est qu'il faut qu'elle puisse contenir Rubo, Rosho, Rubo, des Shulchano. C'est qui existe? Shulchano, c'est Bet Shammai. Car d'après Bet Hillel, on n'a même pas besoin qu'il y ait Shulchano. On n'a même pas besoin d'un tefar. Ça suffit 6 fahim par 6 fahim d'après Bet Hillel. C'est Bet Shammai qui ont dit qu'il faut 7 fahim par 7 fahim, un tefar pour le Shulchan. Alors il lui a dit bien sûr que j'étais posé que la halakha comme Bet Shammai. Eh bien qu'en général,
La halakha est toujours comme Bet Hillel, mais il y a des exceptions. Et ça fait partie des exceptions. Comme dit Tosfot, regardez Tosfot le deuxième. De Amarlach Mané, Bet Shammai hi velo tazuz mina, Beseder Rav Amram pasak beshisha mekomot halakha ke Bet Shammai. Il y a 6 endroits dans le chasse où on est posé que la halakha comme Bet Shammai au lieu de Bet Hillel. Eh bien, ça c'est une exception également. La souka doit être de 7 par 7 fachim et pas 6 fachim par 6 fachim comme Bet Hillel. Matkif, alors où est-ce que nous retrouvons cette Mishnah? Je vous ai dit dans quel daf? Qu'est-ce qui se rappelle? Dans quel daf? Koah, Kafhet. Alors vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah là-bas? Je vous la lis, la Gemara va la citer dans quelques secondes. Mais je vous la lis d'abord. Il est écrit comme ça. Mi shehaya, rosho, verubo, basuka, veshulhano, betor habayit, bet Shammai, poslin ou bet Hillel, marchirin. Celui qui était assis dans la souka, mais il avait le shulhan dans la maison. Bet Shammai disent pas kasher, c'est invalide, ou bet Hillel, marchirin, bet Hillel disent kasher. C'est là où on voit la mahloket. Ça veut dire que d'après Bet Shammai, le shulhan doit être dans la souka. Donc il faut que ce soit une souka de 7 par 7 fahim. Et d'après Bet Hillel, ce n'est pas grave. Le shulhan n'a pas besoin d'être à l'intérieur. Et donc, ça peut être même une souka petite de 6 tfahim par 6 tfahim. Juste pour le corps. Alors, regardez maintenant la Kushia d'Agmara. Matkif, la Rav Nachman bar Yitzchak. Excusez-moi. J'ai sauté quelques lignes. Ika de Amre, deuxième version, Amar Rabbi Abba de Amar Lachmani. Rabbi Abba dit à Rav Shmuel bar Yitzchak, c'est qui l'auteur de cette opinion qui exige que même le shulhan soit dans la souka? Amarle, Bet Shammai velo tazuz minna. Lui a dit c'est Bet Shammai et ne fait pas autrement que Bet Shammai. Matkif, la Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak objecte. Il lui dit Mimai de Bet Shammai ou Bet Hillel besuka ktana pelige. Qui te dit que Bet Shammai et Bet Hillel, leur discussion, elle est par rapport à la surface minimale d'une souka? Dinma besuka gedola pelige. Behemet yachol yot que leur mahloket, elle est dans le cas où la souka elle est grande, elle est large, beaucoup plus que le minimum. Vekegon diativ apuma de matulta, veshulhano betor habayit. Seulement, leur discussion elle est la suivante. Quel est le din si un homme, il a une grande souka, seulement il s'assoit à l'entrée de la souka. La table il a mise à l'extérieur de la souka, par exemple. Il avait une souka qui était attenante à la salle à manger. La salle à manger, elle est recouverte d'un toit normal. Le balcon, il est sous le ciel. La souka, il l'a construite dans le balcon. Lui, il est assis dans la souka qui est cachère. Mais le shulhan, où est-ce qu'il est? Dans la maison. Le shulhan est dans un endroit qui n'est pas souka. Est-ce qu'un homme a le droit de manger dans ces conditions? On peut dire que c'est ça la mahloket. Bet Shammai disent il peut, et Bet Hillel disent il ne peut pas. Pour quelle raison? Bet Hillel disent il ne peut pas. Shemai Macher Ahar Shulhano. Excusez-moi, pardon. Bet Shammai disent non, et Bet Hillel disent oui. De Bet Shammai savré Gazrinan Shemai Macher Ahar Shulhano, ou Bet Hillel savré Lo Gazrinan. Bet Shammai disent pourquoi on interdit de s'asseoir dans cette position, d'avoir le shulhan à l'extérieur de la souka, c'est parce que l'homme, il est entraîné et attiré par son assiette. S'il a un steak et des frites dans son assiette qui est en dehors de la souka, alors le steak va l'entraîner à l'extérieur de la souka. Et petit à petit, il ne va pas se rendre compte. Et au lieu de rester assis dans la souka, il va se retrouver proche de son assiette, qui est à l'extérieur. Voilà pourquoi Bet Shammai disent non.
gazrinan shemai masher ahar shulchano. Hachamim décrète l'interdiction de peur que l'homme se laisse entraîner par ce shulchan. Ou Bet Hillel, c'est vrai, le gazrinan. Mais Bet Hillel n'ont pas peur. Ils disent, ça va, hein? Un être humain, c'est pas un animal. Il voit très bien que il est assis dans une souka, il faut rester dans la souka, il ne va pas se laisser entraîner par l'assiette dehors. La Gemara, pour renforcer la question, elle dit Vedai Kanami, de Katane, Mishehaya, Rosho Verubo, Basuka, Veshulhano, Betoch Habayit, Bet Shammai Posin, Bet Hillel Marchirim, Veimita, Marzeket Vena Marzeken, Mibaele. Quelle est la preuve qu'on parle d'une grande souka et pas d'une souka restreinte à son minimum? La preuve, c'est que tu vois que la Mishnah, comment elle s'est exprimée? Elle a dit Mi shehaya rosho verubo basuka veshulhano betoch habayit. Celui qui était assis dans une souka, mais le shulhan était à l'extérieur de la souka, sous le toit de la maison. Pourquoi on a dit Mi shehaya? Celui qui était. Tu n'aurais pas dû dire celui qui était. Tu ne dois pas parler de l'homme. Tu aurais dû parler de la souka. Souka petite, cachère ou pas cachère. Souka mahzeket, keder roshorubov shulhano. Est-ce qu'une souka elle doit être mahzeket, rosho verubo, ou bien elle doit être mahzeket, rosho verubo, shulhano? Ça veut dire que le sujet, ça doit être la souka, et non pas l'homme. Si tu vois qu'on a parlé de l'homme, comment il est assis, ça veut dire que la souka, elle n'a aucun problème. La souka, elle est grande, elle est spacieuse. C'est l'homme qui est assis là-bas. Donc ça veut dire que la discussion, elle est comme on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on fait une gzera ou on ne fait pas de gzera? Mais pas par rapport au din de la souka. Est-ce que c'est 6 fahim ou 7 fahim? Car si c'était cela, le débat, alors on aurait dû parler de la souka elle-même et pas de parler de l'homme. Alors, la Gemara, a priori, réfute la preuve de ces rabbanim qui ont dit que la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est une mahloket qui concerne la mesure de la souka, la surface. C'est sûr que ce n'est pas de ça qu'on parle, car si le problème c'était la taille de la souka, tu aurais dû parler de la souka. Ça aurait dû être le sujet. Souka qui ne peut contenir que Rosho Verubo et qui ne peut pas contenir Shulhano. Bet Shammai disent pas kasher et Bet Hillel disent kasher. C'est ça ce qu'on aurait dû dire. Marzeket, Vena Marzeket. Si tu as parlé de l'homme, comment il est positionné, machma qu'on parle du problème du comportement. La souka Behemet, elle est grande, elle est kasher. Seulement, le comportement de l'homme n'est pas bon. Mishehaya, Rosho, Verubo, Basuka. Alors, comment tu me dis qu'ils ont une mahloket fondamentale par rapport aux mesures de la souka? La Gemara répond à cette question par une autre question. Elle dit quoi? Tu veux me faire admettre le contraire? Que la mahloket en Bet Shammai et Bet Hillel, c'est que par rapport au comportement de l'homme et pas par rapport à la taille de la souka? Ou besouka ktana lopeligé, tu veux dire qu'il n'y a pas de mahloket par rapport au minimum de la souka? Ve'atanya, pourtant il y a dans une baraïta la mahloket suivante. Mahzeket rosho verubo veshulhano keshera. Rabbi Omer ad sheyeba arba amot al arba amot. C'est une mahloket entre Tanakama et Rabbi. Rabbi va dire que la souka doit être au minimum de combien? 4 coudées par 4 coudées. Mais qu'est-ce que disait Tanakama? Mahzeket rosho verubo veshulhano keshera. Il faut combien? Roche, rov, shulhan. Ça fait combien de tfahim? 7 par 7 tfahim. Très bien. Vetanya idar. Mais on a une autre braïta qui contredit. Qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Omer. Kol souka shen barba amot al arba amot pesula. Rabbi nous dit qu'une souka doit être au minimum 4 amot par 4 amot. Vachachamim omrim afilu ena mahzeket ela rosho verubo keshera. Mais d'après Chachamim, même si la souka est tellement petite
qu'elle peut contenir juste la tête et le corps, ça suffit. La tête et la majorité du corps, ça suffit. Pas besoin du shulchan. Alors il y a une contradiction, car les hachamim de la braïta précédente sont mahloket avec Rabbi, ils disent il faut Rosho, Rubo, Veshulchano. Et les hachamim de la braïta suivante, ils sont mahloket avec Rabbi, ils disent Rosho, Verubo. Ils n'ont pas dit Shulchano. Alors, ces hachamim sont en contradiction avec ces hachamim. C'est quoi la mahloket? Regardez. Veilu shulchano lo katane kashian ahadade. Et la lav shmamina ha bet shamay ha bet hillel. Tu es obligé d'admettre que la mahloket entre les hachamim précédents et les hachamim suivants, c'est la mahloket bet shamay bet hillel. D'après bet shamay, il faut au minimum Rosho, Rubo et Shulchano. Mais d'après Bet Hillel, on n'a même pas besoin de Shulchano, même Rosho et Rubo, ça suffit. La Gemara dit Ve'ela kashia mishehaya. Excusez-moi, j'ai sauté. Amar Morzutra, matnitina midaika, midekatane Bet Shammai poslin ou Bet Hillel marshirin. Ve'imita Bet Shammai omrim lo yatsa ou Bet Hillel omrim yatsa mi ba'ele. Morzoutra amène une preuve atomique. Il dit, c'est sûr que la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est fondamentale, à savoir quelle est la surface minimale d'une souka. Elle doit être de Rosho Verubo ou Rosho Rubo Veshulchano. 6 tfachim ou 7 tfachim. Quelle est la preuve? C'est que on nous parle de marshirim, poslim. Bet Hillel, Bet Shammai, possel. C'est quoi possel? Invalide. Et Bet Hillel, marshirim. Ils disent qu'elle est cachère. De quoi on parle? On parle de l'homme ou de la souka? On parle de la souka. Car le mot pasoul et le mot cachère, ça se rapporte à un objet. Donc on parle forcément de la souka. Donc leur mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, déjà dans la Mishnah, on le voit, c'est une mahloket par rapport à la taille minimale d'une souka. Pour que la souka soit cachère, il faut une surface minimale de combien? D'après Bet Hillel, 6 tfachim. D'après Bet Shammai, 7 tfachim. Puisqu'ils ont parlé de cachère et pasoul. Alors la Gemara dit Ve'ela kashia mishehaya. Le problème, c'est que la Mishnah elle-même, elle est incohérente. Elle est hétérogène. Car au début, elle a employé le terme de mishehaya. Et à la fin, elle a employé le terme de poslin et marshirim. La Mishnah elle-même, elle s'auto-contredit. Elle commence à parler de l'homme et elle termine par la souka. En disant Mi shehaya rosho verubo basuka veshulchano betor habayit bet shammai poslin ou bet hillel marshirin. Pourquoi tu parles de Mi shehaya si tu parles de la souka? Il ne faut pas dire Mishehaya, il faut dire Souka Shehaita Ktana. Et si tu veux me parler de l'homme, alors il ne faut pas me dire Marshirim et Poslin. Il faut dire Yatsa ou Lo Yatsa. Il est quitte ou il n'est pas quitte. Soit tu parles du comportement de l'homme, soit tu parles de la Souka. Quand tu parles de la Souka, tu dis Pasoul Kacher. Quand tu parles de l'homme, tu dis Yatsa ou Lo Yatsa. Mais ici, c'est bizarre. Tu commences par me parler de l'homme, Mi Shehaya Yoshev Rosho Verubo Basuka Veshurano Betor Habayit. Après, qu'est-ce que tu me dis? Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marshirin. Qu'est-ce que tu me parles de possel? Alors il y a un problème d'incohérence. Regardez comment la Gemara va solutionner ce problème. Elle va dire Le Olam Betarte Peligé. Be'emet. La mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est double. Peligé. Besuka Ketana ou Peligé Besuka Gedola. Ils sont en mahloket par rapport à la taille minimale d'une souka et ils sont en mahloket par rapport au comportement de l'homme. Si j'ai une souka normale qui est grande, mais l'homme il est assis à l'entrée de la souka avec le shulchan à l'extérieur, Yatsa ou lo yatsa? Bet Shammai omrim lo yatsa, Bet Hillel omrim yatsa.
Autre mahloket. Quel est le din de la surface? Quelle doit être la surface minimale d'une souka? Bet Shammai disent minimum, Rosho, Rubo, Veshulhano. 7 fahim. Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Rosho, Verubo. 7 fahim. Alors, Bémet, on a une double mahloket. Une mahloket par rapport à la souka et une mahloket par rapport à l'homme. Vehassure, Mehasra. Veachi, Katane. Seulement, il manque dans cette Mishnah une phrase intermédiaire. Et on va la rajouter. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Mi shehaya rosho verubo basuka beshulhano betor habayit bet Shammai ombrim lo yatsa ou bet Hillel ombrim yatsa. Premièrement, première mahloket, c'est par rapport à l'homme. Même si la souka était très grande, mais l'homme il est assis à l'entrée. Et il a le shulhan à l'extérieur, dans la maison. Bet Shammai disent lo yatsa, il n'est pas quitte. Bet Hillel ombrim yatsa, il est quitte. Ensuite, deuxième mahloket. Veshena mahzeket elakede rosho verubo bilvad, Bet Shammai poslin ou Bet Hillel marchirin. Mais dans la mesure où la souka, elle est tellement petite qu'elle ne peut contenir que l'homme, sa tête et la majorité de son corps, mais pas le shulchan, là, Bet Shammai dit, cette souka, elle est psula, elle est invalide. Bet Hillel disent, elle est tout de même valide. Kshera. Donc on a compris maintenant, les amis, que la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel est double, et la lacha, ici, exceptionnellement, elle est comme Bet Shammai. Et c'est ça la lacha. Combien doit mesurer la surface d'une souka? 7 par 7. Vous vous rappelez, on a cité au passage l'opinion de Rabbi. Rabbi, combien il exigeait par rapport à la surface de la souka? 4 coudées par 4 coudées. Ça, c'est Rabbi. Puisqu'on a parlé de cela, la Gemara va essayer de faire une recherche, à savoir qui est l'auteur de la baraïta suivante. Écoutez ça. Mantana leha detanu rabanan. Qui est l'auteur de ce que les Chachamim ont enseigné dans la baraïta suivante? Baït, chez Enbo Arba Amot, al Arba Amot, Patur mina mezouza ou mina ma'ake, ve'eno mitame bin gaim, ve'eno nechlat bebate arechoma, ve'en chozrin alav me'orche hamilchama, ve'en me'arevin bo, ve'en mishtatfin bo, ve'en manichin bo eruv, ve'en osim oto ibur ben shete ayarot, ve'en hachin ve'ashutafin holkin bo. Lima rabihi velo rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui concerne le din de baït. Par exemple, la mezouza, il faut la mettre à l'entrée de la maison. Si ça ne s'appelle pas baït, est-ce qu'il y a une mitzvah de mezouza? Non. Pourquoi il est écrit Urtavtam al mezuzot betecha? Si c'est pas baït, il n'y a pas de mezouza à mettre. Quel est le din si c'est juste une pièce? Une pièce. J'ai une pièce comme ça construite. Est-ce qu'il faut mettre la mezouza? Oui, bien sûr. Ça s'appelle baït. Une pièce, ça s'appelle baït. Qu'en est-il si cette pièce-là, elle est minuscule? Elle fait moins de 4 coudées par 4 coudées. Hein? Il faut mettre mezouza? Patour. Dispensé de mezouza. Très bien. Est-ce que sur le toit de ce baït, je dois mettre le maraqué? Mettre un parapet? Une clôture? Réponse, non. Pourquoi? Si elle est moins de 4 coudées, par 4 coudées, ça ne s'appelle pas baït. Or, la Torah nous dit qu'il faut mettre le maraqué, la clôture, sur le toit d'une maison. Comme il est écrit, Ki tivne baït hadash, ve'asita maraqué le gagecha, ve'lotasim damim bevetecha, ki pol anofel mimenu. Ça veut dire que il faut que ce soit baït. Si ça n'a pas les dimensions, les mensurations d'une maison, pas chayav de maraqué. Minimum. À partir de là, ça s'appelle baït, il faut mettre le maraqué.
Ou bien par exemple, Eno, alors regardez, je relis et je traduis avec vous. Bayit shen bo arba amot al arba amot, une maison qui n'a pas ces mensurations de 4 coudées par 4 coudées, patour mina mezouza, est dispensé de mezouza. Ou mina marake, dispensé de parapet, de clôture sur le toit. Veno mitame bin gaim, vous connaissez le din de tsaraat de la maison. Il y a la lèpre du corps, la lèpre des vêtements, la lèpre de la maison. Il faut aller chercher le Kohen et ainsi de suite. Mais c'est seulement par rapport Bet eretz ahuzatrem, Baït. Mais si ça ne s'appelle pas Baït, donc il n'y a pas les dinim de tsaraat abatim. Ve'eno nehlat bebate arechoma. Vous connaissez l'histoire du Yovel? Lorsqu'on achète un bien immobilier en Eretz Israël, à l'époque où on pratiquait la halakha du Yovel, du jubilé, la 50e année, on devait rendre à son ex-propriétaire le bien immobilier qu'on a acheté, que ce soit une maison, que ce soit un champ agricole. Mais il y a une exception, c'est Baté Arechoma. Dans une ville entourée de murailles depuis Yehoshua bin Nun, une maison qu'on a achetée là-bas, pas un champ agricole. Si c'est un champ agricole, c'est pareil. Mais si c'est une maison qui se trouve dans Arechoma, eh bien, le din est le suivant. Pendant toute l'année qui suit la vente, il y a possibilité de rétractation. Le vendeur peut revenir chez l'acheteur, il dit voilà, je te rends l'argent, tu me rends mon bien, tu me rends ma maison. Mais après un an, ça y est, ça restera la tsemitout, la kone otol et dorotav. L'acheteur, il restera propriétaire ad vitam aeternam. Il n'y a pas de possibilité pour l'ex-propriétaire de le récupérer pendant le Yovel. On parle de Baté Arechoma. Maintenant, le Baït, quel est le din? Si ce Baït-là, il est inférieur à 4 coudées par 4 coudées, est-ce qu'il est considéré Baït? Non. Et donc, il n'y aura pas le din de Baté Arechoma. Également, En Hozrin Alav Me'orechea Milhama. Quel est le din si le bonhomme est parti en guerre? Il avait construit une maison, il ne l'avait pas encore inaugurée. Mi asher bana bayit velo hanacho. Yeler veyashov lebeto. Alors la Torah le dispense du service militaire et donc il n'a pas besoin d'aller en guerre. Il retourne chez lui. N'est-ce pas? Du front de guerre, le Kohen lui dit retourne chez toi. Mais maintenant, si cette maison qu'il a construite, c'était une pièce inférieure à 4 coudées par 4 coudées, ça ne s'appelle pas baït. Alors, il ne peut pas quitter le front de guerre, il faut qu'il aille en guerre. Ve'en me'arevin bo, on ne peut pas faire irouvé hatzerot. Ve'en mishtatfin bo, on ne peut pas faire shittoufé mevohot. Ve'en manichin bo irouv, et on ne peut pas déposer dedans le irouv. Alors, à Botaï, je vais expliquer ça plus tard, ces 3 phrases. Ve'en osinoto ibour ben shte hayarot. Cette pièce-là, cette maison, ne peut pas servir de ibour. C'est quoi ibour? C'est l'excroissance d'une ville. Vous savez que le Shabbat, à partir de la dernière maison, on compte 2000 coudées et après, on peut se balader dans cette périphérie, mais on ne peut pas aller plus loin. Mais si on a des maisons qui continuent, alors ça fait ibour, c'est une excroissance. On peut même relier 2 villes grâce à une maison qui est bédiouk entre les deux. 2000 coudées d'une part, 2000 coudées de l'autre, et entre les deux on a une maison. La maison elle fait le ibour ben shte hayarot. Mais si c'est inférieur à 4 coudées par 4 coudées, ça ne s'appelle pas baït, donc on ne pourra pas faire le ibour. Ve'ena ahin ve'ashutafin holkin bo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ena ahin ve'ashutafin holkin bo. On sait que des frères qui ont hérité un bien immobilier de leur père qui est décédé, eh ben, ils doivent se le partager. Ou bien des associés qui ne veulent plus rester ensemble, ils doivent se partager le bien immobilier qu'ils ont. Est-ce qu'une maison pareille, qui est inférieure à 4 coudées par 4 coudées, on peut la partager entre les frères, entre les associés? Réponse non. Elle n'est pas divisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On verra tout à l'heure dans l'explication de la Gemara. Là, pour l'instant, j'ai juste traduit.
On a terminé la lecture de cette baraïta et la Gemara arrive au point de chute. C'est quoi le point de chute? Lema rabbihi velo rabanan. Faut-il dire que l'auteur de cette baraïta, c'est Rabbi et pas Hachamim? Qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce qu'a dit Rabbi? Allez, interrogation orale. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi? Bravo. Que le minimum d'une souka, c'est 4 par 4 amot. Alors, a priori, celui qui dit que la maison, elle doit mesurer au minimum 4 par 4 amot, sinon, il n'y a pas de mezouza, il n'y a pas de maraké, il n'y a pas de ça et pas de ça, c'est uniquement Rabbi. Mais d'après Hachamim qui avait dit que la souka même, 7 fachim par 7 fachim, elle est cachère, alors peut-être que, même dans une maison qui est moins de 4 amot, il faut mettre la mezouza. Il faut mettre le maraké. Merci beaucoup. Alors maintenant, les amis, écoutez la réfutation d'Agmara. L'Agmara dit Afilotema Rabanan. Même si on va dire que cette baraïta, elle est enseignée par Hachamim, pas uniquement Rabbi, ça marche. Pourquoi? Ad kan lo kamre Rabanan hatam ela le'inyan sukka dedirat araihi aval egabe bait dedirat kevahu afilu Rabanan modu deid be'arba amot al arba amot daire beinche ve'ilo lo daire beinche. Je peux dire que même Hachamim serait d'accord qu'une maison comme celle-là, elle est dispensée de mezouza, elle est dispensée de maraké. Pourquoi? Quand est-ce qu'ils disent que ça suffit 7 fahim par 7 fahim? C'est uniquement dans une souka, parce que la souka, c'est dirat araï. Elle est, la souka par excellence, un habitat provisoire, une demeure qui est éphémère, précaire, légère. C'est la raison pour laquelle, en effet, on peut se suffire de 7 fahim par 7 fahim. Mais lorsqu'il s'agit d'une maison où on habite régulièrement, une demeure fixe, tu ne peux pas te suffire juste de 7 fahim par 7 fahim. Là, tu exiges arba amot par arba amot, même d'après Hachamim. Amar mort. Maintenant, je vais d'abord traduire parce que je n'ai pas traduit. Afil o tema rabanan. Même si tu vas dire que la braïta elle va d'après Hachamim, Adkan lo kamre rabanan hatam ela le'inyan souka dedirat araihi. Jusque là, les Hachamim ont dit que 7 fahim par 7 fahim, ça suffit. C'est uniquement par rapport à la souka, parce que c'est une demeure provisoire. Avalegabe bait, mais par rapport à une maison, dedirat kevahu, qui est un habitat fixe, afilo rabanan modu, même Hachamim sont d'accord, des idbe arba amot al arba amot daire beinche, s'il y a 4 par 4 amot, les gens peuvent habiter dedans, veilo lo daire beinche. S'il n'y a pas au moins cette surface, eh bien, les gens ne vont pas habiter dans un endroit aussi petit. Maintenant, la Gemara va se livrer à l'analyse de toutes les halachot qu'on vient de citer. Amar mort, le Tana nous a enseigné dans la Braïta. Patour mina mezouza ou mina maraké. Une maison qui est inférieure à une surface de 4 par 4 amot, elle est dispensée de mezouza et de maraké. Venom itame bin gaim. Et ne peut pas non plus subir la toum'a de negaim. Veno nehlat bebate are homa. Nehlat, ça veut dire qu'il reste ad vitam aeternam, définitivement. Nehlat, ça veut dire qu'après 1 an, il n'y a plus de rétractation et donc c'est la validation de la vente définitivement. Nehlat, ça veut dire c'est définitif, que ça appartient à l'acheteur et plus jamais au vendeur. Hein? Pourquoi vous dites ça? C'est une maison. Un bonhomme qui veut mettre son lit là-bas, avec les armoires au-dessus du lit, puisque le plafond il est haut. Il a un haut plafond. Il a mis là-bas même carrément une mezzanine avec la kitchenette de l'autre côté et le lavabo de ce côté. Je m'amuse. Amar mort, patour mina mezouza ou mina ma'ake, veno mitame bin gaim, veno nehlat bebate arechoma, ven chozrin alav me'orche milchama.
Pourquoi est-ce qu'elle est dispensée de mezouza, de maraké, il n'y a pas de Tum'at Negaim, et il n'y a pas de din de Bate Arechoma, et on ne revient pas de la guerre, du front de guerre, quand on a construit une maison si petite, inférieure à 4 par 4 amot, Maïtama de Baït Ktiv Behu Bekulehu. Car le Passouk nous dit Baït par rapport à tout cela. Dites-moi où est-ce que c'est écrit Baït à propos de mezouza? Urtaftam al mezuzot betecha, Baït. Où est-ce qu'on retrouve Baït dans Maraké? Kitivne Baït Hadash ve'asita Maraké le gagecha. Veno metame bin gaim. Où est-ce qu'on voit le mot Baït à propos? Eh bien, il est écrit Uba asherlo habaït. Lorsque le Kohen va venir, on va convoquer le propriétaire. Uba asherlo habaït, Baït. Veno nehlat bebate arechoma. Où est-ce qu'on retrouve le din de Baït? Parce qu'il est écrit Kim Kor Bet Moshav Irhoma. Baït. Où est-ce qu'on retrouve à propos du front de guerre Baït? Parce que c'est écrit Mi Asher Bana Baït Velo Hanacho. La Gemara demande Ve'en me'arvin bo, ve'en mishtatfin bo, ve'en manichin bo iruv maïtama. Pourquoi il n'y a pas de iruv hatzerot, de shituf mevoot, ve'en manichin bo iruv maïtama de lo hazer edira. Iruv et hatzerot, en manichin bo, aval shituf manichin bo maïtama de lo gara me hatzer sheba mavoy. Alors on va expliquer un petit peu tout cela. Vous savez que pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de transporter du Reshut Hayachid au Reshut Arabim ou du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, ou même transporter Arba Amot Bereshut Arabim. Quel est le din lorsque on se retrouve dans une résidence? Qu'est-ce que c'est qu'une résidence? Une résidence, ça veut dire qu'il y a des colocataires, des copropriétaires. Chacun il a sa maison privée et il sort dans la cour. La cour elle est commune à tout le monde. Mais après, de la cour, on sort au Mavoy. Le Mavoy, c'est une impasse qui est commune à tout le monde, à tous les Hatzerot. Tous les gens descendent de la maison à la cour, et de la cour au Mavoy, et du Mavoy à l'extérieur au Reshut Arabim. Hachamim ont dit, pour pouvoir transporter de la maison à la cour, il faut faire Iruvé Hatzerot. Ça veut dire qu'il faut prendre une corbeille, et tout le monde, le vendredi, va mettre du pain dans la corbeille. Tous les colocataires et copropriétaires, on dépose la corbeille dans une maison. C'est comme si tout le monde habitait dans cette maison. Parce que là où il y a de quoi manger, on peut vivre. De ce fait, c'est comme une seule famille. Pourquoi Hachamim ont fait ça? Parce qu'ils ont dit, les gens, si tu leur permets de sortir de la maison à la cour, alors ils vont faire aussi sortir du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Ils ne comprennent pas que ici, il y a des murs. C'est fermé, c'est Reshut Hayachid. Parce que dans le langage des gens, c'est quoi Yahid? Privé. C'est quoi Rabim? Public, commun. Alors, ils disent la cour, c'est Rabim. Mais non, d'après la halakha de Shabbat, la cour, elle est encerclée avec des murs, donc elle est Reshut Hayachid. Mais dans l'esprit des gens, c'est Reshut Arabim. Si tu permets ça, ils vont se permettre ça. Alors, Hachamim ont dit, on fait un tikkun, pour pas qu'ils arrivent à confusion, qu'ils comprennent que même la cour, c'est une seule famille. Comment? Grâce au pain qu'on a récolté, qu'on a déposé dans une maison. Mais après cela, une fois qu'on peut transporter d'une maison à une autre maison dans la cour, maintenant j'ai envie de transporter du Hatzer au Mavoy. Là encore j'ai le même problème. C'est que les gens, pour eux, le Hatzer c'est privé. Le Mavoy c'est une impasse qui est commune à tous les Hatzerot. Toutes les cours donnent sur le Mavoy. Alors si tu permets de transporter du Hatzer au Mavoy, ils vont se permettre de transporter du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Qu'est-ce que tu fais pour faire fusionner tous les Hatzerot du Mavoy comme si c'était un seul Hatzer? Eh bien, on fait Shitoufe Mevoot. Il y a Iruvé Hatzerot et Shitoufe Mevoot. C'est quoi Iruvé Hatzerot? C'est que toutes les maisons du Hatzer comme une seule maison. C'est quoi Shitoufe Mevoot? C'est que toutes les Hatzerot du Mavoy, c'est comme un seul Hatzer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de chaque Hatzer un pain ou une bouteille de vin. Et on met tout cela dans un endroit protégé dans le Hatzer. Dans un des Hatzerot, on va poser cela et on va sécuriser. Et ensuite, tout le monde peut transporter d'un Hatzer à l'autre Hatzer par le biais du Mavoy.
Car Minatora, c'est Reshut Hayachid. Seulement Midera Banan, c'était interdit de transporter à cause du risque de confusion. Maintenant, voilà le tikkun. Shitoufe Mevohot. Quel est le din, maintenant, à propos de Hirouvé Hatzerot? Vous savez que s'il y en a un qui n'a pas participé au Hirouv, il bloque tout le monde. S'il y en a un qui n'a pas participé au Shitouf, il bloque tout le monde. C'est-à-dire que il faut que tout le monde, tout celui qui a une maison ici, donne du pain pour constituer une seule famille. Il n'y a pas deux maisons, il y a une seule famille. Imaginons maintenant quelqu'un, il a une petite maison, une petite maisonnette, à l'intérieur, elle fait moins de 4 coudées par 4 coudées. Mais lui, il habite là-bas, le pauvre, il a une toute petite maison. Est-ce qu'il a besoin de donner du pain? Et s'il n'a pas donné du pain, il bloque tout le monde? Réponse, non. Ce n'est pas une maison. Le Hirouvé Hatzerot, c'est par rapport à une maison. Mais si la maison elle est inférieure à cette surface, il n'y a même pas 4 par 4, alors pas besoin de Hirouvé Hatzerot, il bloque personne. Alors maintenant, je relis. En me'arvin bo, il n'y a pas de Hirouv avec cette maison. Ve'ed mishtatfin bo, il n'y a pas de shitouf avec cette maison. Ve'en manichin bo Hirouv, et on ne peut pas poser le Hirouv. On a dit qu'est-ce qu'on faisait avec la corbeille de pain? On l'a déposée dans une maison. Est-ce qu'on peut déposer dans cette maison? Non. Pourquoi? Ce n'est pas une maison. Exactement. Maïtama delo hazel edira. Car ce n'est pas apte à vivre. Personne ne peut vivre dans un petit local pareil. La Gemara dit, si tu as remarqué le langage, on avait dit en me'arvin bo, en mishtatfin bo, ve'en manichin bo eruv. On ne pose pas dedans le eruv. Pourquoi tu n'as pas dit ve'en manichin bo shitouf? On a le eruv et hatzerot et on a le shitouf et mevohot. Pourquoi juste la corbeille de pain du eruv hatzerot? Tu ne peux pas te déposer dans cette maison. Mashma, que le pain du shitouf et mevohot, tu peux poser dans cette maison. Comment ça se fait? La Gemara dit très joliment, des logara, mais hatzer chez Bamavoy, car cette petite maisonnée, elle n'est pas inférieure au hatzer. C'est-à-dire, où est-ce que tu déposes la corbeille ou les bouteilles de vin du shitouf et mevohot? Tu as une grosse cruche, un grand tonneau de vin, tout le monde a mis dedans du vin. Ou bien une corbeille, tout le monde a mis dedans du pain. Où est-ce que tu vas garder ça pour le shitouf et mevohot? On a dit dans le hatzer, dans l'une des cours. Pas dans une maison, dans l'une des cours. Dans un endroit sécurisé, mais dans l'une des cours. Bravo! Alors, cette petite maisonnée, même si elle est inférieure à 4 par 4 amot, d'accord, elle ne s'appelle pas baït. Mais alors considère comme si les murs, tu les as enlevés. Comme si tu as enlevé le toit. C'est pas baït, mais c'est au moins hatzer. Logara mi hatzer chez Bamavoy. Ce n'est pas pire qu'un hatzer qui est dans le mavoy. Et donc tu peux déposer là-bas le shitouf. Tu ne peux pas déposer là-bas le hirouv, mais tu peux déposer là-bas le shitouf. Dites Nan, d'ailleurs c'est confirmé par une Mishnah dans ma Sechet Hirouvin. Hirouvé hatzerot bahatzer. Shitouf mavoy bamavoy. Dans la Mishnah, il est écrit, où est-ce que tu poses le hirouv des hatzerot? Dans un hatzer. Où est-ce que tu poses le shitouf du mavoy? Dans le mavoy. Ve'avinan, et la Gemara a posé une question dans Hirouvin. Quoi? Hirouvé hatzerot bahatzer, ma pitom. Depuis quand le hirouvé hatzerot, tu le poses dans le hatzer? Ve'atnan, hanoten hirouvo, bebet sha'ar, arsadra ou mirpeset, et no hirouv, ve'adar shame no oser. On a une halakha qui dit que celui qui a déposé le hirouv, même dans Bet Sha'ar, vous savez c'est quoi Bet Sha'ar? C'est la maison du portier. Lorsqu'on a devant la cour un petit local qui sert au gardien. Le gardien de la résidence, il est là dans le Bet Sha'ar. C'est pas fait pour habiter, c'est juste pour que le gardien se mette là. Si on a posé là-bas le hirouv et hatzerot, ce n'est pas kasher. Ou bien si on a posé dans Mirpeset, ou dans Arsadra. Vous savez c'est quoi Arsadra? Arsadra, c'est un préau. Devant l'entrée de la maison, il y avait comme ça un mur à droite, un mur à gauche,
et un toit. Tu as posé le Eruv là-bas, c'est cachère? Non. Ou bien Mirpeset. Mirpeset, c'est pas un balcon comme nous on l'entend. Mirpeset, c'était le palier d'accès aux maisons. C'est-à-dire, on avait des escaliers dans la cour, ça peut être des escaliers en colimaçon, et ensuite, on accédait aux maisons à l'étage. Vous savez comment c'était? Des maisons avec des étages qui donnent sur le Hatzer. Mais comment tu fais pour arriver à l'étage? Il n'y avait pas des escaliers à l'intérieur d'une cage d'escalier. Non, c'était des escaliers dans la cour, comme une échelle, des escaliers dans la cour. Et ensuite, comment tu arrives au port de toutes les maisons? Il y avait une mirpeset, comme un balcon. Et ce balcon-là donne accès à toutes les maisons. Ça s'appelle mirpeset. Si j'ai déposé le héros dans la mirpeset, cachère ou pas cachère? Pas cachère. Il faut déposer dans la maison et pas dans la mirpeset, là où on habite. Alors, comment tu peux comprendre ce qu'on a dit? Héros ve'hatzerot ba'hatzer, shitufei mevot ba'mavoy, c'est incompréhensible. Et là, voilà comment il faut comprendre. Ima, héros ve'hatzerot ba'bayit sheba'hatzer, shitufei mevot ba'hatzer sheba'mavoy. Ce que la Mishnah voulait dire, que le hérouv, on le dépose où? Hérouv ve'hatzerot, dans le bayit sheba'hatzer. Tu dois déposer le pain dans une maison de ce hatzer. Et quand on dit shitufei mevohot, c'est quoi? Tu dois déposer le pain dans un hatzer de ce mavoy. Je répète. Hérouv ve'hatzerot ba'bayit sheba'hatzer. Shitufei mevohot ba'hatzer sheba'mavoy. Ve'hai lo gara mehatzer sheba'mavoy. Et cette petite maison minuscule, dont la surface est inférieure à 4 coudées, alors ça s'appelle au moins Hatzer. Ce n'est pas une maison, mais ce n'est pas pire qu'un Hatzer. Ven osimoto ibur ben shete ayarot. D'afilu ke burganin lo meshavin anle. Maitama, burganin hazu le miltaïhu, vehai lo hazel le milte. Ça ne peut même pas servir pour la périphérie de la ville. On a dit que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est que Bourganine? Vous savez c'est quoi Bourganine? Bourganine, c'est des huttes de chasseurs. Le chasseur, il construit une hutte avec des branches et il se cache dedans. Ou le gardien, il se cache dedans pour garder, surveiller les champs agricoles. Cette hutte-là, figurez-vous que si, à 70 coudées de la ville, j'ai une hutte, eh bien, c'est considéré que comme si la ville, elle arrivait jusqu'ici. Et après ça, je mets encore un autre bourganine. Je mets encore une hutte à 70 coudées, 35 mètres. Encore 35 mètres, encore une bourganine. Eh bien, je peux, comme ça, étendre la ville et agrandir la ville encore plus loin. Les 2000 coudées, je vais les compter à partir d'où? À partir de la dernière hutte. Donc, je peux aller très très loin comme ça. Mais quel est le din si j'ai mis, à la place d'une hutte, j'ai mis une petite maisonnée de moins de 4 coudées par 4 coudées. Des murs en dur qui sont moins de 4 coudées par 4 coudées. Est-ce que ça peut servir d'extension de la ville? Eh bien non. On nous dit que c'est pire que Bourganine. Car Bourganine, au moins, ça sert à ce que ça doit servir. Mais ça ne sert pas à ce que ça doit servir. Une maison en mur et en dur, c'est fait pour habiter, normalement. Est-ce que tu peux habiter dans une petite maison qui est inférieure à 4 coudées? Tu ne peux pas habiter. Comme vous avez dit, même les Japonais ne peuvent pas habiter dedans. Alors, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas du tout une extension de la ville. Alors que Bourganine, une hutte de chasseurs, au moins ça peut servir aux chasseurs. C'est fait pour et ça sert à cela. Alors ça peut servir d'extension. C'est ça le chidouche. Ve'en osimoto ibur ben shte ayarot. Et enfin, dernière halakha. Ve'en ahin ve'ashutafin holkin bo. On a dit que les frères qui ont hérité un patrimoine, ou les shutafim, les associés qui ne veulent plus rester ensemble, et ils veulent maintenant partager ce bien immobilier. Voilà, ils étaient propriétaires,
de cette petite maisonnée inférieure à 4 coudées par 4 coudées. Est-ce qu'ils peuvent la partager? On a dit non. La Gemara dit Tama delit barba amot, haït barba amot holkin, ve'atnan en holkin et ahatser adchiye barba amot lazé, verba amot lazé. Sous-entendu que pourquoi tu ne peux pas partager et diviser, c'est parce que elle fait moins de 4 coudées. Mais si elle faisait 4 coudées au plus, on aurait pu partager entre deux associés, entre deux héritiers. Mapitom, on a une règle, que même un hatser, une cour, on ne peut obliger l'autre à partager que si on aura un minimum de 4 coudées pour Réhouven et 4 coudées pour Shimon. Mais si, par exemple, la cour, elle fait 7 coudées, ça fait que si tu partages en deux, ça va faire 3 coudées et demi pour l'un, 3 coudées et demi pour l'autre. Eh bien, tu ne peux pas l'obliger. Alors, comment tu m'as dit ici que s'il y a moins de 4 coudées, on ne peut pas partager entre deux frères ou entre deux associés? Sous-entendu que s'il y avait 4 coudées, on aurait pu partager. Ce n'est pas vrai. Tant qu'on n'a pas 8 coudées, on ne peut pas obliger. Alors, comment tu comprends ça? Regardez maintenant la beauté. Vous allez partir de là avec un Onek Shabbat. Ela ima enbo din haluka bahatzer. De amar Rav Huna hatzer lefi petahia mithaleket. Verav Hizda amar noten echol petah vapetah arba amot. Veashar holkin oto beshave. De anemile bayit del mehve kae yahvina le hatzer. Hay del mistar kae lo yahvinan le hatzer. Imaginons deux héritiers, Réhouven et Shimon. Ils ont reçu de leur père un hatzer, une cour. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la cour? Il y avait 4 maisons. Une grande et 3 petites qui étaient l'équivalent de la grande. 3 petites maisons et une grande maison. Réhouven a dit, moi je prends la grande. Toi tu veux prendre les 3 petites? Tu dis, moi je prends les 3 petites. Très bien. Maintenant il y a un hatzer entre eux. Comment on partage maintenant le hatzer? Alors c'est une mahloket comment on partage le hatzer. D'après Rav Huna, hatzer, les filles petahaya mithalleket. Il y a combien de portes d'entrée? Il y en a 4. Il y a la porte d'entrée de la grande maison et il y a 3 portes d'entrée des 3 petites maisons. Rav Huna dit, le hatzer, il sert aux entrées. On dépose les affaires, les bagages, les marchandises, les achats. Donc le hatzer, c'est fait pour servir aux portes d'entrée. Celui qui a qu'une seule porte, même s'il a une grande maison, eh bien, il n'aura qu'un quart. Et celui qui a 3 entrées, il aura 3 quarts. Il partage le hatzer en 4. Réhouven va prendre un quart. Et Shimon, qui a pris les 3 petites maisons, il aura les 3 quarts du hatzer. Rav Hizda n'est pas d'accord. Rav Hizda dit, moi je vais te dire comment on partage. C'est vrai que les entrées ont leur importance. Car le hatzer, à quoi il sert? À l'entrée, à décharger. Tu arrives avec la voiture, avec ton âne, tu décharges devant la porte. C'est vrai. Mais, voilà comment il faut faire. On donne à chaque entrée, à chaque porte, on donne arba amot. C'est-à-dire, par rapport à toute la largeur de la porte d'entrée, tu lui donnes 4 amot dans le hatzer. Par rapport à la largeur de l'entrée, tu lui donnes une longueur de hatzer qui fait 4 coudées. 4 coudées. 4 coudées. Arba amot. Maintenant, chacun, il a reçu. Alors, Réhouven, on avait dit, il avait la grande maison. En face de son entrée, il reçoit 4 coudées. Shimon, il a reçu 3 maisons, 3 entrées. En face des entrées, 4 coudées. Maintenant, le hatzer, il est grand. Le reste, on partage en 2. Réhouven la moitié, Shimon la moitié. Quand on dit que le hatzer, on se le partage par rapport aux maisons et aux portes d'entrée, c'est uniquement si c'est des maisons qui s'appellent maisons. Mais si c'est une maisonnée minuscule, l'une des 3 maisons, par exemple, elle est minuscule, moins que 4 amotes
sur 4 amot. Puisque c'est moins que 4 par 4 amot, ça ne s'appelle pas baït. Si ça ne s'appelle pas baït, je lui donne rien par rapport à son entrée. On donne à l'entrée d'une maison les 4 amot. Ou bien on donne à l'entrée d'une maison, comme on a dit tout à l'heure, Hatzer lefi ptaheha mithalkim. On a dit, il avait 3 maisons, il prend 3 quarts. Lorsqu'il a une maison, il prend 1 quart. 3 quarts, si l'une des 3 maisons fait au moins 4 par 4 coudées. Mais si l'une des 3 maisons fait moins de 4 par 4, ça ne s'appelle pas baït. Donc je ne peux pas considérer ce pétard. C'est un pétard qui n'est pas de baït. Donc il ne compte pas.